Le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, est avec nous autres pour une dernière fois en 2013 ce matin. Adrien, bon matin. Bon matin, Jeff. Plusieurs choses à jaser. Commençons par l'actualité du jour. Il y a une souverainiste de moins, peut-être pas la femme la plus connue auparavant en politique, mais qui, depuis quelques mois, on entend un peu plus parler d'elle. C'est Maria Mourani, qui était jusqu'à récemment députée du Bloc québécois à Ottawa, une souverainiste convaincue, qui a annoncé hier qu'elle était maintenant fédéraliste et qu'elle voyait dans le Parti québécois, un parti où il y a des gens, elle trouve d'abord que c'est un petit parti qui est de plus en plus... il repousse les gens, pas ouvert, contrairement à tout ce qu'on nous raconte, très fermé, un parti qui divise également. Donc, elle vient de franchir la clôture. Et de ce que je retiens, bon, elle parle d'intégrisme, elle parle de toutes sortes de choses, elle parle de l'aile radicale du PQ qui a pris le contrôle du parti également. Oui, c'est... elle était peut-être pas connue avant, mais maintenant elle est connue. Je pense qu'elle est plus trop amie avec Bernard Landry, puis avec Lisette Lapointe, qui pourtant l'appuyait quand Maria a décidé là, de faire sa première sortie. Moi, ce qui me surprend, Jeff, c'est que quand tu regardes sa lettre qu'elle a publiée hier, la raison principale pour laquelle elle change de camp, c'est qu'elle dit que son appartenance au Canada protège mieux l'identité québécoise de tous les citoyennes et de tous les citoyens du Québec. Bref, la facilité avec laquelle on peut changer la Charte québécoise des droits l'a convaincu de la pertinence du système fédéral canadien parce que, supposément, selon elle, avec la Charte canadienne des droits et libertés, on est mieux protégé, l'identité québécoise est mieux protégée. Et donc, pour cette raison-là, elle dit qu'elle est plus indépendantiste. Mais ça me surprend un peu parce que, d'une part, c'est vrai que la Charte québécoise, c'est une autre loi, c'est pas une loi qui est supérieure aux autres. La Charte québécoise, c'est rien qu'une loi qui peut être changée en tout moment par l'Assemblée nationale. Donc, ça veut rien dire. C'est des beaux principes, c'est des vœux pieux. Mais la Charte canadienne n'est pas vraiment beaucoup plus solide dans le sens où, quand Trudeau a rapatrié la Constitution canadienne et a inclus cette charte-là, il y a eu une espèce de négociation avec René Lévesque et René Lévesque voulait absolument avoir le droit de protéger la langue française et a dit à Trudeau, je veux pas que la Charte canadienne des droits m'empêche de protéger la langue française. Et Trudeau a dit, bon, OK, si c'est ça que ça prend pour te ramener dans le giron canadien puis pour que tu signes la Constitution, je vais mettre une clause non-obstant dans la Charte canadienne. Et en échange de ça, le Québec va signer la Constitution. Bon, on sait qu'il y a eu la nuit des longs couteaux, puis ça n'a pas marché, mais Trudeau a quand même gardé dans la Constitution la clause non-obstant. La clause non-obstant, ce que ça dit, c'est que le gouvernement du Québec peut dire qu'une loi québécoise qui viole les droits et libertés d'un individu ou d'un groupe d'individus au Québec peut s'appliquer nonobstant la Charte canadienne des droits. Alors finalement, la Charte canadienne des droits, c'est pas beaucoup plus fort dans le sens où tu sais, t'as qu'à dire, moi je l'applique ma loi, ma Charte de la langue française, je l'applique nonobstant la Charte canadienne des droits. Puis de fait, c'est ça qui est arrivé. La Charte de la langue française a été jugée inconstitutionnelle et il y a certains aspects qui ont été jugés inconstitutionnels, puis le gouvernement du Québec a dit, tant pis, moi je l'applique nonobstant la Charte canadienne des droits. Alors donc, c'est un drôle de raisonnement de la part de Maria Mourani de virer capot parce que la Charte canadienne s'appliquerait ou protégerait mieux les droits des Québécois que la Charte québécoise. Mais ça étant dit, mais il y a le je suis bien symbole content d'avoir la Charte canadienne, mais aux États-Unis, par exemple, tu as une constitution qui protège les droits, toutes sortes de droits, la liberté d'expression, liberté de religion, le droit d'avoir des armes, tout ça. Et il n'y a aucun État qui peut dire, moi, dans mon État, je vais bannir, je vais empêcher les gens d'avoir des armes, nonobstant la Constitution américaine. Ils n'ont pas le droit de faire ça aux États-Unis. Nous, ici, on a le droit. Ici, on a le droit. Spécial pareil, hein? D'ailleurs, Pauline veut être au prochain
Il y a un genre de forum, encore une fois, un autre sur l'environnement. Ouais. C'est sûr que quand tu te promènes à Monaco, tu vis pas les tempêtes de neige, alors qu'on est le grand froid, alors qu'on n'est même pas dans l'hiver, qu'on a de plus en plus des saisons qui se ressemblent comme quand j'avais 7 ans, puis on essaie de nous faire à croire que tout ça a changé. Je vois rien de ça. Le banc de neige est aussi gros, c'est parce qu'on était juste plus petits dans le temps, là, mais il est aussi gros qu'en 1975, après moi. Elle peut pas le savoir, elle est à Monaco, elle est ailleurs, elle est à Paris, elle se promène. Mais ici, on gèle, puis il fait tempête, puis il y en a un autre de prévu en fin de semaine. Mais elle veut quand même aller dans un genre de colloque, le forum, avec François Hollande. Et elle veut son siège, elle veut que le Québec soit présent, étant le seul État qui n'est pas un pays, parce que leurs idées sont tellement différentes de celles de Stephen Harper que ça n'a pas de sens de laisser le Canada aller faire rire de nous, les Québécois, par le Canada dans ces forums-là. Donc, pourquoi elle s'en va toujours bâcher sur le dos des leaders du pays à l'extérieur? Ça se fait pas, ça. Tu sais, Jean Charest, moi, je suis pas un fan de Jean Charest. Tu laves pas ton linge sale devant la visite, là. Tu sais, on peut, quand on est un homme d'État, puis qu'on va à l'extérieur, on est là pour représenter son pays. Tu sais, les athlètes québécois qui vont aux Olympiques, ils représentent le Canada. Et Mme Marois, quand elle va à l'extérieur du Canada, elle représente le Canada. Oui. Je comprends, elle peut avoir des critiques légitimes ou non, mais elle a le droit de critiquer Harper puis les conservateurs sur les politiques environnementales. Si elle veut, elle peut bien faire ça ici, mais pourquoi aller publiquement critiquer le bilan environnemental des conservateurs? Je vois pas comment ça avance à cause. T'sais. Puis d'ailleurs, tout le voyage de Mme Marois est rempli de contradictions dans son discours. Puis c'est toujours un peu un problème des péquistes, c'est que ils vont là-bas puis ils se vantent comment est-ce que le Québec est beau, comment est-ce que le Québec est fin, puis notre culture, puis on est un modèle, hein, le Québec, on est toujours un modèle pour tout. Alors quand ils disent ça, quand Mme Marois dit que le Québec développe sa culture, puis sa langue, puis on a des artistes, puis tout ça, ben c'est un aveu finalement que le Québec est capable de très bien se développer à l'intérieur du Canada. Alors, c'est d'une part de dire on est beau, on est fin, on est les meilleurs, on est les plus bons, puis ensuite de ça dire ben là on n'est pas capable de se développer au Canada puis il faut qu'on se sépare. Il y a une contradiction inhérente dans leur discours qui la rend complètement incrédible et c'est pour ça que le monsieur, je sais pas son nom, mais il y a un monsieur qui s'est levé puis qui a dit ben oui mais pourquoi est-ce que vous voulez briser le Canada? Oui, ça a l'air à marcher. Mais ce qu'on n'a pas entendu, c'est on a entendu la question du gars, mais pourquoi est-ce qu'il a posé la question? Ben c'est justement parce qu'elle arrêtait pas de dire que le Québec était donc beau et fin, puis on est donc bon, puis on se développe, puis on a donc une belle culture, puis une belle langue, puis etc., puis on est le phare de la francophonie à travers le monde. Alors, le gars dit, ben oui, mais écoutons, si c'est si bon que ça, pourquoi est-ce que vous voulez vous séparer, puis pourquoi est-ce que vous voulez briser le Canada? Mais pour revenir à la question de l'environnement, c'est vraiment rigolo parce que la pauvre Mme Marois ne réalise pas que l'Europe est en train de reculer sur tous les supposés objectifs là, pour contenir les émissions à gaz à effet de serre. Il y a un paquet de gouvernements gauchistes en Europe qui ont été mis à la porte et remplacés par des gouvernements de droite qui recule sur les engagements de réduire les gaz à effet de serre parce que c'est un coût énorme et ces gens-là sont dans une récession puis veulent s'en sortir puis disent ben ça n'a pas de bon sens. Mais Mme Marois, le Québec puis la Californie sont les deux seules juridictions sur la planète, je pense, qui continuent à vouloir pousser ces réductions de gaz à effet de serre, peu importe le coût économique, peu importe l'appauvrissement que ça va nous causer, peu importe la réalité scientifique et le fait qu'il n'y a plus de réchauffement. La Terre s'est réchauffée de 75 à 96, mais depuis ce temps-là, c'est stable. Et alors donc c'est vraiment strictement des mesures pour acheter les votes de groupes politiques qui ont de l'influence, comme les environnementalistes militants. Même chose pour les éoliennes. Les éoliennes, ça n'a aucun sens économique, mais ça fait plaisir aux environnementalistes et aussi
aux gens de la Gaspésie et aux Autochtones. Alors, c'est strictement du clientélisme pour acheter des votes, tout ça, là. Pour finir, il y a un pirate qui me dit que Maria Mourani peut-être est en train de préparer dans son discours son entrée avec le NPD. Habituellement, des députés indépendantistes au fédéral, à part André Arthur, n'a pas eu ben. Donc, le discours est en train peut-être en train de s'en aller vers le NPD. De là, la belle couverture médiatique qu'il y a là quand même pour une députée qui est pas très connue du grand public. Adrien, j'ai aimé les deux premiers sujets que tu veux jaser ce matin. Le jovialisme, les jovialistes du modèle québécois qui se portent bien. Alain Dubuc de la Presse qui écrit « Le système d'éducation québécois est clairement un des meilleurs au monde. Pour l'améliorer, nous ne sommes pas dans les déchirements existentiels, mais dans le fine-tuning. » Et l'autre, pas de problème avec la dette selon Parizeau. Wow! Ouais, ben c'est ça. C'est le temps des fêtes, hein. Alors, on est joyeux, tout va bien, on pense pas aux problèmes du monde. Alors, si on est dans le jovialisme du temps des fêtes, alors je me disais que ce serait bon de parler de deux jovialismes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Alain Dubuc, tu sais, c'est quand même un commentateur économique dans la presse avec lequel je suis la plupart du temps assez d'accord. Mais là, il a écrit cet article-là où il est dithyrambique sur le test PISA. Le test PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Et ça, c'est un test qui est administré un peu partout à travers le monde. Et c'est un test qui est correct dans le sens où il mesure bien ce qu'il cherche à mesurer. Donc, la méthodologie est jugée irréprochable, c'est un bon travail, c'est bien fait, c'est crédible, c'est fait par l'OCDE. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et c'est vrai que on se classe bien, on se classe effectivement au Québec parmi les premiers parmi les pays occidentaux et les provinces canadiennes. On est dans le même peloton de tête là que le Japon, la Suisse, le Liechtenstein et Macao, mais on est nettement derrière le peloton de tête où l'on retrouve Shanghai, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, puis Taipei. Là. Mais ça étant dit, bon, on a une performance du Québec qui semble remarquable quand on se mesure avec les autres, puis on est statistiquement significativement meilleur que la France et les États-Unis. Alors donc, ça a l'air beau, puis je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui cherche des poux tout le temps, là, puis qui essaie tout le temps de critiquer le modèle québécois, mais de prendre ce test-là et de faire comme Dubuc a fait, puis dire, voilà la preuve qu'on a le meilleur système d'éducation au monde. Wow, là, un instant, parce qu'il faut comprendre que ce test-là, ça cherche à mesurer. Il est administré il y a 3 domaines qui sont évalués. L'écriture, la lecture, les mathématiques puis les sciences. Puis à chaque fois qu'ils administrent le test, il y a une majeure. Tu sais, alors à tous les 3 ans, ils passent le test. En 2009, le domaine majeur, c'était la compréhension de l'écrit, là, donc la lecture. En 2012, le domaine majeur, c'était les mathématiques. Et donc, c'est un test qui est bien fait. Mais quand on regarde le test, qu'est-ce que ça mesure? Si tu regardes, par exemple, les mathématiques, ça, en passant, là, c'est administré à des étudiants de secondaire 4, secondaire 5, OK? Le test de mathématiques, là, c'est tout simplement pour voir si tu es capable de fonctionner dans la vie de tous les jours. Là. C'est rien de bien compliqué. Là. Ça te permet de répondre à des questions assez faciles. Et ça ne correspond absolument pas aux examens du ministère de secondaire 4 qu'on donne ici au Québec à un étudiant de 14-15 ans. Là. Alors, tu peux très bien réussir le PISA parfaitement puis échouer lamentablement à l'examen ministériel de secondaire 4. Puis alors, en plus, ce que je rêve, mais c'est une étape dans le système d'éducation. C'est pas ça, ultimement, qui va faire que tu vas devenir un programmeur informatique qui va inventer Facebook, là. Non, pas du tout, là. On est on va dans une certaine période voir où t'es rendu, puis on compare au reste, mais c'est loin d'être terminé, là. C'est un test relativement facile.
ça ne mesure pas la compétence ou l'acquisition des connaissances d'un test de secondaire 4. Là. En secondaire 4, là, tu fais de la trigonométrie, tu fais des fonctions exponentielles, tu fais des fonctions logarithmiques, puis j'en passe, là. Puis le PISA ne mesure absolument pas. Si tu vas sur le web, tu regardes des questions, là, c'est assez facile. Là. C'est quasiment de l'arithmétique que toi et moi, on a fait là, quand on était en 6e année, là, dans les années 60. Là. Alors, donc, au niveau des mathématiques, c'est rien d'extraordinaire. Et au niveau de la lecture, là non plus, tu mesures la compréhension de base de l'écrit, là, tu sais. Es-tu capable de lire une posologie là, quand tu vas à la pharmacie, un bref texte informatif au vocabulaire restreint? C'est la base. Puis qui comprend des structures de phrases bien élémentaires. Là. Hey Adrien, il nous reste 1 minute à peu près. Puis je veux t'entendre sur notre ami Bernard, c'est pas Bernard Landry, c'est Jacques Parizeau ce fois-là, mais peu importe, ils sont tous rêveurs de la gang. Jacques Parizeau qui dit que la dette, c'est pas un problème. Non, il n'y a pas de problème avec la dette, selon lui, parce que il dit que la dette nette, c'est le point que je vais faire, il dit c'est pas la dette brute qui est importante, c'est la dette nette. Bon, la dette brute, je vais te donner un exemple. Mettons que tu achètes une voiture neuve, puis tu payes 20 000 $ pour ton auto. Alors, la dette brute, c'est 20 000 $. Selon Parizeau, la dette nette, c'est t'as emprunté 20 000, mais tu as une auto qui vaut 20 000, donc la dette nette est 0. Parce que tu as emprunté pour acheter quelque chose, puis quand tu prends la valeur de ce que tu as acheté, puis le montant de la dette, un moins l'autre, ça égale 0. Alors donc, ce qu'il dit, le Parizeau, c'est qu'on emprunte beaucoup d'argent au Québec pour bâtir des ponts, construire des routes, ça vaut quelque chose, mais c'est un peu, excuse le mot, je ne dirais pas le mot à la radio, mais c'est un peu, couper les cheveux en quatre parce que, quelle que soit la définition qu'on prend, quand on l'analyse avec les autres pays, on est dans la queue de peloton partout. Là. C'est que ce soit la dette nette, la dette brute, la dette représentant les déficits accumulés, on est complètement en arrière là, comparé aux autres provinces et même comparé à bien des pays. Puis tu sais, quand M. Parizeau dit bof, de toute façon, c'est pas grave parce que on emprunte pour construire des choses, c'est bien beau ça, mais tu sais, ton auto, là, mettons que tu l'as acheté 20 000. Mettons qu'elle vaut 15 000. Elle vaut 15 000, je peux aller la vendre 15 000 à quelqu'un, mais aller vendre un pont, là, je le vends à qui? C'est parce que, oui, deuxième, ça c'est vrai, puis tu sais, il parle toujours d'Hydro-Québec, mais il n'est pas question de vendre l'Hydro-Québec. Mais ton auto, là, si t'as emprunté 20 000, puis mettons que tu t'en sers pendant 5 ans, puis que tu rembourses pas ton prêt de 20 000. Après 5 ans, ton auto vaut 0, tu dois encore 20 000 $ à la banque. Là, il faut que tu achètes un autre auto. Elle est plus bonne, là. Alors là, tu empruntes un autre 20 000. OK? Alors, tu es rendu à 40 000 puis tu as toujours un auto. Il faut que tu rembourses la dette. Là. Si tu construis un pont puis qui est bon pour 20 ans puis qui a coûté 1 million, il faut qu'après 20 ans, tu aies remboursé ton million parce que tu vas être obligé d'en remprunter un autre pour construire un nouveau viaduc. Mais là, on paye juste les intérêts de la dette. On paye pas jamais le capital. Ah, c'est ça, exactement. On ne paye que les intérêts et en passant, les intérêts augmentent et toutes les autres provinces, tu vois, le coût de l'intérêt par rapport à la taille de leur économie baisse, sauf au Québec. Au Québec, nous autres, le service de la dette augmente, alors que le coût de l'intérêt dans toutes les autres provinces, depuis 20 ans, quand tu regardes, là, ça baisse par rapport à la taille de leur économie. Et rien que nous autres, ça a augmenté. Pourquoi? Parce qu'on augmente en écoutant des jovialistes comme M. Parizeau qui nous disent « Inquiétez-vous pas, on a des beaux ponts, puis alors que non seulement la dette augmente, mais aussi on continue à emprunter pour payer l'épicerie, là. Regarde, la ville de Détroit pensait avoir des milliards d'actifs qu'elle pouvait vendre n'importe quand. La ville est en faillite, on fait la liste des actifs, on la fait évaluer, ça vaut 800 millions. Donc, on va arrêter là, les histoires d'actifs surévalués. Là. La dette, le passif, on le connaît, c'est concret. Les actifs, c'est d'un nuage. Les prêteurs, là, c'est vrai que quand tu es un pays puis que tu empruntes, les prêteurs, c'est sur la confiance d'être remboursés parce qu'ils vont pas aller saisir le pont Champlain, là, ou ils iront pas saisir ça, là. Ah non, ils gagent sur nous autres, ils gagent sur le monde. Confiance que le pays ou la province va bien. Puis cette confiance-là, là, ça peut s'évaporer en l'espace de 6 mois. Adrien Pouliot, merci. Bonne période des fêtes.
On se reparle en 2014. Grosse année pour Adrien Pouliot et le Parti conservateur du Québec. Joyeuse fête. Merci, Jeff. Bye. Bye. Adrien Pouliot, sur radiopirate.com, on vient.